Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette matinale de la recherche du DRAPS Occitanie. Alors, quelques petites consignes avant de commencer. Donc, vous les voyez affichées à l'écran. Voilà, je souhaitais vous rappeler que cette matinale, que cet événement a été enregistré et que donc le replay serait disponible sur le site du DRAPS, voilà, dans les prochaines semaines. Alors, vous avez aussi le chat, hein, donc certaines personnes ont déjà commencé à réagir et à se présenter, donc n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de cette matinale. Donc, la thématique d'aujourd'hui concerne le sport santé, l'activité physique et la réduction des inégalités sociales de santé, donc mieux comprendre pour intervenir. Donc, il s'agit de la dernière matinale avant l'été. Vous pouvez retrouver sur le site du DRAPS les replays des précédentes matinales. Et voilà, nous travaillons sur la programmation des prochaines matinales, donc, qui reprendront dès la mi-septembre. Donc, je me présente, je suis Pauline Lorcet, chargée de projet en promotion de la santé et référente territoriale sur le département des Pyrénées-Orientales pour l'IREPS Occitanie, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Guillaume Reis, chargé de communication, voilà, avec qui vous pouvez interagir pour toutes vos difficultés techniques. Puis je remercie aussi ma collègue Laura Chersegui, coordinatrice donc, du DRAPS. Quelques mots sur l'IREPS, hein, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. C'est une association loi 1901 et nous avons plusieurs missions qui sont inscrites sur le diaporama. Donc, apporter un appui méthodologique aux porteurs d'actions en prévention et en promotion de la santé, contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local, développer également la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions, proposer un appui documentaire aux professionnels et au public, et enfin intervenir en éducation pour la santé auprès des publics. L'IREPS Occitanie porte également le DRAPS Occitanie, donc qui est le dispositif régional d'appui en prévention et en promotion de la santé Occitanie, qui est un dispositif donc, régional et partenarial, avec une programmation qui est fondée sur les besoins des acteurs et des territoires, et voilà, qui poursuit aussi plusieurs objectifs, donc celui de s'informer, de se former et d'échanger autour des actions en prévention et promotion de la santé sur les différents départements de la région Occitanie. Et dans le cadre du DRAPS, des matinales de la recherche sont organisées, hein, donc c'est dans ce cadre-là que cette matinale et que nous nous retrouvons là aujourd'hui. Donc, plusieurs objectifs pour ces matinales: favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et en promotion de la santé, soutenir le développement de projets de recherche innovants, valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle qui mobilise des données probantes, évoquer aussi les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Voilà, je souhaitais vous apporter un petit peu quelques éléments sur les différents concepts que nous allons évoquer ensemble ce matin. Donc, tout d'abord sur la question de l'activité physique et sportive, car elles sont considérées aujourd'hui comme des déterminants majeurs de la santé, et parce que aussi leur pratique produit des bénéfices multiples sur la santé, et M. Larras y reviendra plus en détail tout à l'heure. Parce qu'effectivement, la quasi-totalité de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé, alors soit par manque d'activité physique ou par des comportements trop sédentaires, par exemple un temps trop long passé assis. Et enfin, certaines catégories de population qui sont plus à risque que d'autres, justement par rapport à cette détérioration de leur santé, ce qui nous amène en fait au concept d'inégalité sociale de santé, qui est un autre concept phare de notre matinale ce matin.
Donc, il n'existe pas de définition universelle des inégalités sociales de santé, mais on peut les définir comme toute relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale, ou encore à des différences systématiques évitables et importantes dans le domaine de la santé qui sont observées entre des groupes sociaux. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, ces différences, elles sont à la fois inacceptables, potentiellement évitables, et elles sont également inéquitables et injustes. Et puis, ce qui est important de noter, c'est qu'elles concernent toute la population selon ce qu'on appelle un gradient social qui va augmenter régulièrement des catégories les plus favorisées aux catégories les plus défavorisées. Donc, pour lutter contre ces inégalités sociales de santé, donc de nombreux efforts ont été faits. Et c'est vrai qu'en prévention, en promotion de la santé, on est toujours vigilant, ou on essaye en tout cas d'être toujours vigilant pour lutter contre ces inégalités sociales de santé ou à minima ne pas les aggraver. Mais certains leviers peuvent et doivent encore être activés, dont celui de l'activité physique et de la lutte contre les comportements sédentaires. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Benjamin Larras, donc, qui va vous présenter les principaux constats et définitions, qui va revenir aussi sur les inégalités sociales de santé et les pratiques d'activité physique, et enfin qui évoquera des stratégies et leviers d'intervention. Et puis nous aurons ensuite Madame Poulet, Céline, qui en fait viendra illustrer justement ces concepts avec un projet de promotion de l'activité physique qui a été déployé au sein de la CAL. Et puis enfin, sur la dernière demi-heure, on aura un temps d'échange avec nos intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions dans le chat au fil de leur présentation. Bonjour à tous, merci beaucoup Pauline. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc merci beaucoup à l'IREPS pour l'organisation de cette matinale et pour l'invitation. Donc, je m'appelle Benjamin Larras, je suis chargé d'études à l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, qui est basé à Clermont-Ferrand et qui a pour but de rassembler et d'améliorer les connaissances sur les niveaux d'activité physique et de sédentarité de la population française et sur les différents facteurs qui déterminent ces deux comportements. Donc, dans cette intervention, je vais revenir sur ces deux notions d'activité physique et de sédentarité. Je vais montrer comment ces comportements peuvent accroître les inégalités de santé et je vais vous parler des déterminants qui peuvent limiter la pratique d'activité physique et sportive chez les personnes qui sont issues de catégories sociales défavorisées. Et puis ensuite, en m'appuyant sur des exemples, je vais aborder différentes actions qui vont pouvoir, en tout cas de manière combinée, permettre de lever au moins en partie les freins à la pratique dans cette optique de réduction des inégalités sociales de santé. Voilà, donc d'abord, de quoi on parle? Alors, l'activité physique, c'est tous les mouvements produits par la contraction des muscles qui vont entraîner une dépense énergétique supérieure à celle au repos. Donc, elle se présente dans notre quotidien sous plusieurs formes. On peut lui consacrer un temps spécifique dans la journée par la pratique d'un sport, mais elle peut aussi être présente dans nos activités domestiques comme le ménage, le jardinage, le bricolage, ou alors dans nos déplacements, lorsqu'on utilise un mode de transport actif. Et puis enfin, dans le cadre de notre travail dans certaines professions. Et il y a ensuite deux notions qui sont à distinguer, car elles sont souvent encore confondues. C'est l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, il existe des recommandations en termes d'activité physique. Et l'inactivité physique, tout simplement, c'est la non-atteinte de ces recommandations. La sédentarité, par contre, c'est le temps passé assis ou allongé dans la journée, hors période de sommeil, donc voilà, dans les déplacements, dans le cadre des loisirs, devant des écrans, par exemple, ou dans le cadre du travail. Alors, je ne vais pas commenter en détail cette diapo, mais la figure de gauche, là, elle récapitule, et puis vous aurez le diaporama. La figure de gauche, elle récapitule à quel point pratiquer une activité physique régulière est bénéfique pour la santé, puisque déjà, elle est reconnue comme une thérapie non médicamenteuse chez les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, donc en prévention tertiaire, et puis qu'en prévention primaire, elle permet de diminuer le risque de développer presque toutes les maladies chroniques, entre autres les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, les principaux cancers,
l'obésité lorsqu'elle est associée à une bonne alimentation, à une alimentation équilibrée, les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Et puis elle permet une amélioration en plus de la condition physique, de la qualité du sommeil et de l'intégration sociale. Et de son côté, la sédentarité, c'est-à-dire donc le temps passé assis, elle a des risques qui sont bien documentés également, notamment sur l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Et ce que montre la figure ici en haut, c'est qu'elle augmente la mortalité indépendamment du niveau d'activité physique. Et donc, c'est bien deux enjeux différents que constituent l'augmentation de l'activité physique et la limitation du temps passé assis. Voilà, et ces deux enjeux de santé publique ont donné lieu à des recommandations qui sont complémentaires. Donc, s'il faut retenir deux chiffres juste de ce tableau sur les recommandations d'activité physique, c'est 1 heure par jour pour les enfants de plus de 5 ans et les adolescents, et puis 30 minutes 5 fois par semaine pour les adultes. Et puis, il y a des recommandations également sur le temps d'écran chez les jeunes également, qui diffèrent selon l'âge. On en reparlera plus tard. Voilà, donc pour terminer sur cette première partie introductive, vous l'avez compris, on peut donc être à la fois physiquement actif, mais être sédentaire, et inversement. Et donc, c'est deux enjeux de santé publique distincts auxquels il va falloir apporter des réponses différentes en termes d'action. Donc, dans tous les cas, l'activité physique et la sédentarité sont deux déterminants, ça a été rappelé par Pauline, deux déterminants majeurs de la santé à tous les âges de la vie. Et il y a donc un intérêt important à faire adopter des comportements favorables pour participer à la réduction des inégalités sociales de santé. Voilà, donc comme vous le savez, il existe de fortes inégalités sociales en santé en fonction de la position socio-économique. Donc j'ai mis sur cette diapo plusieurs exemples parlants sur lesquels j'ai montré tout à l'heure que l'activité physique et la sédentarité ont des impacts, que ce soit pour l'obésité, que ce soit pour le diabète, ou que ce soit ici en bas pour l'état de santé perçu. Tous ces indicateurs suivent un gradient social. Donc par exemple, sur la figure ici en haut à gauche, la prévalence de l'obésité chez l'adulte, elle est moins élevée chez les personnes qui ont les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Elle est plus élevée, pardon, chez les catégories professionnelles les plus défavorisées. Donc ça va presque du simple au double entre les ouvriers et les cadres. Et non seulement ici, la proportion de personnes obèses, elle augmente régulièrement, j'ai perdu ma souris, voilà. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un creusement en fait, de ce gradient social depuis une vingtaine d'années, avec des écarts qui deviennent de plus en plus marqués. Voilà, en ce qui concerne la pratique d'activité physique et la sédentarité, différents travaux là aussi permettent d'affirmer qu'il existe des différences en lien avec les positions, les profils socio-économiques des personnes. Pour l'activité physique, d'abord, les dernières enquêtes menées en population générale montrent, en population générale adulte, montrent qu'il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre le statut social et l'atteinte du niveau d'activité physique recommandé. Mais en fait, eh bien, ça marque des inégalités importantes, puisque le contexte et le type de pratique d'activité physique va être différent. D'abord, en fait, il y a un gradient social sur l'intensité de la pratique. Puisque la proportion d'adultes qui a un niveau d'activité physique élevé va augmenter avec le niveau d'études. Ensuite, de manière assez schématique, les catégories socio-professionnelles les moins favorisées font moins d'activité physique dans leurs loisirs, et plus spécifiquement, moins de sport en club. Donc, on le voit dans la figure, on le voit à droite ici, la part des licences sportives qui sont délivrées à des personnes habitant dans les QPV, dans les quartiers en politique de la ville, est de 4,3%, alors que la part des résidents de ces quartiers représente 7,6% de la population totale. Donc voilà, moins d'activité physique dans les loisirs, mais par contre, elles font plus d'activité physique liée au travail. Et ça, c'est important parce qu'il y a un paradoxe de santé sur l'activité physique lors des temps de loisirs et lors de l'activité professionnelle. En fait, des études montrent qu'il y a une activité physique professionnelle intense va augmenter donc pour des travaux un peu répétitifs, avec un port de charges lourdes. Tout ça, ça va augmenter le risque d'absence de longue durée pour cause de maladie. Alors que l'activité physique
pendant le temps de loisirs, on l'a vu, elle va diminuer ce même risque. Voilà, chez les enfants et les adolescents, on voit sur la figure de gauche que les enfants dont le niveau d'études de l'adulte référent est le plus élevé ont tendance à plus atteindre les niveaux d'activité physique recommandés, notamment chez les filles, même si ce n'est pas statistiquement significatif. Et pourtant, l'éducation physique et sportive à l'école est équivalente pour tous. Donc en fait, c'est surtout dans les loisirs que les pratiques diffèrent. Il y a des différences sur les pratiques structurées, sur les pratiques en club surtout. Et la figure de droite montre bien que quel que soit l'âge et le sexe, on observe une différence dans la pratique d'un sport en club en fonction du niveau d'études des parents. Et tout ça, c'est à mettre en lien, bien sûr, avec les pratiques des parents elles-mêmes. Voilà, donc concernant les comportements sédentaires maintenant, donc si on regarde la figure en haut, on voit qu'il y a un lien qui est statistiquement significatif entre le niveau d'études et le temps passé assis dans les loisirs. Plus le niveau d'études est faible, plus la proportion d'adultes passant 3 heures par jour ou plus en dehors de l'activité professionnelle est élevée, 3 heures par jour ou plus de temps passé assis. Voilà, donc ça c'est un seuil à partir duquel on estime que la sédentarité commence à avoir des impacts sur la santé, seuil de 3 heures. Si vous regardez maintenant le tableau, on voit qu'en fait, plus le niveau d'éducation augmente, plus la sédentarité, les jours travaillés augmentent. Et c'est principalement dû aux postes de bureau qui sont occupés par les personnes les plus diplômées. Et en revanche, c'est l'inverse, les jours non travaillés, où les personnes les moins diplômées ont plus de comportements sédentaires dans leur loisir. Donc les leviers en fait, pour lutter contre la sédentarité vont être assez différents en fonction des populations. Ils sont allés chercher, surtout dans le contexte du travail, chez les personnes qui sont socialement favorisées, alors que pour les moins diplômés, qui reflètent généralement les personnes les plus défavorisées, c'est avant tout sur de la sensibilisation au comportement sédentaire dans le cadre des loisirs qu'il va falloir agir. Même constat ici chez les jeunes, si on se base sur un seuil de 2 heures par jour devant un écran, ce qui correspond au seuil de recommandation pour les jeunes, les enfants et les adolescents sont plus nombreux à dépasser ce seuil parce que le niveau d'études de leurs représentants est plus faible. Et là encore, ce lien entre le temps d'écran, qui est un bon marqueur de la sédentarité chez les jeunes, et donc ce lien avec le niveau d'études des parents, il est statistiquement significatif. Et dans le même sens, on voit sur le tableau que les enfants d'ouvriers sont 3 fois plus nombreux à avoir un écran dans leur chambre que les enfants de cadres. Et donc, il y a une influence qui est importante des parents dans l'éducation à ces comportements sédentaires qui ont des conséquences sur la santé dont on a parlé. Voilà, donc pour ces inégalités sociales. Donc, de manière générale, maintenant, il existe des déterminants spécifiques aux catégories socio-professionnelles les plus défavorisées qui vont influer sur les comportements sédentaires et sur la pratique d'activité physique, ou plutôt sur l'absence de pratique d'activité physique, et qui vont par conséquent participer à créer des inégalités sociales de santé. Donc les freins, ils sont d'abord d'ordre socio-démographique. Si on regarde à l'échelle des quartiers issus de la politique de la ville, des QPV, qui concentrent des personnes de position socio-économique généralement plus défavorisées, il y a des caractéristiques qui sont retrouvées d'une manière générale, donc la population déjà est jeune, il y a une concentration de familles monoparentales qui va soulever des difficultés d'organisation et de temps disponible pour pratiquer une activité physique. Il y a aussi un déficit de formation et de qualification qui peut entraîner des difficultés d'appropriation des messages de sensibilisation notamment, et qui renvoie à des questions plus larges de littératie en santé. On retrouve également des difficultés d'insertion sur le marché du travail qui amènent à une population plus élevée d'inactifs et de chômeurs, qui vont être une population plus vulnérable au niveau de la santé et avoir tendance à avoir une pratique d'activité physique moins importante au détriment d'activités sédentaires. Et puis enfin, une concentration de faibles revenus qui soulève des difficultés financières, notamment en ce qui concerne le coût de la pratique sportive, donc l'adhésion à un club ou à une salle de sport, le coût de la licence, le coût du matériel également. Ensuite, les équipements sportifs peuvent également être un frein à la pratique d'activité physique. Donc, le taux d'équipement sportif dans les quartiers de la politique de la ville
sont souvent inférieurs aux autres quartiers classés non prioritaires. On retrouve aussi un plus grand nombre d'équipements vétustes, une diversité d'équipements qui va être moins importante, avec une surreprésentation des terrains multisports qui permettent moins de découvrir des activités variées. Et puis avec des équipements de plein air qui sont là aussi surreprésentés, ce qui peut rendre la pratique plus difficile sur une période d'automne ou d'hiver. Et il y a également, plus qu'ailleurs, une saturation et un manque de créneaux horaires disponibles et une absence d'espace de convivialité qui ont tendance à diminuer l'attractivité et les possibilités d'échange. Voilà, et au-delà des freins financiers dont j'ai déjà parlé, il y a également des freins structurels qui rentrent en jeu dans les quartiers les moins favorisés, notamment un environnement de vie qui est parfois moins favorable à la pratique d'activités physiques de loisirs, et notamment au déplacement actif, moins d'espace vert notamment, parfois des problèmes d'insécurité, et également des infrastructures de transport en commun qui sont parfois à améliorer pour se rendre sur les lieux de pratique, notamment en soirée quand la majorité des activités sont proposées. Et puis, il y a aussi des freins culturels qui sont documentés. D'abord, l'activité physique est moins associée à l'épanouissement personnel, au bien-être et à la préservation de la santé chez les personnes les plus défavorisées. Et puis ensuite, il y a une influence du cadre familial sur la pratique des filles, notamment, qui peuvent encore parfois être mises à contribution très jeunes dans des tâches domestiques et pour lesquelles la pratique sportive, notamment en extérieur et en soirée, est parfois moins acceptée par les parents. Et puis, il y a également une plus grande imperméabilité face aux campagnes de prévention et de promotion de la santé également. Voilà, et puis enfin, des freins sanitaires dans les populations les plus défavorisées également, avec une surreprésentation de maladies chroniques et de personnes ayant des difficultés à réaliser des activités physiques du quotidien. Et là, c'est un cercle vicieux, bien sûr, puisque le manque d'activité physique va à son tour être un déterminant de l'état de santé. Donc voilà, vous l'avez compris, les facteurs qui déterminent les pratiques d'activité physique sont multiples et ils sont difficilement modulables. Et par conséquent, la plupart des interventions considérées séparément vont avoir des effets qui sont souvent assez modestes sur la santé. En fait, il existe plusieurs actions, il existe peu d'actions qui sont probantes et qui ont pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé grâce à l'activité physique. Voilà, ce qui souligne d'ailleurs un besoin d'évaluation d'impact des interventions pour qu'il y ait plus d'actions probantes. Et c'est encore moins le cas pour les interventions de réduction des comportements sédentaires. Donc j'ai mis ici 3 exemples intéressants qui ont été évalués, que vous pourrez découvrir plus en détail en allant sur les liens, en consultant les documents. Donc un programme de recherche-action dans 2 quartiers de la ville de Saint-Denis, qui était basé à la fois sur l'amélioration de l'accessibilité de la pratique du public éloigné de l'activité physique, sur de la sensibilisation et un accompagnement individualisé à la reprise de la pratique, et puis sur la mise en place d'un environnement favorable à la pratique, et qui a mené à une amélioration du niveau d'activité physique au bout de 2 ans. Le programme ici, Move dans les écoles, qui a été mené par l'équipe de Capacité à Tarbes, qui a d'ailleurs un autre programme qui s'appelle Move dans les quartiers. Et bon, cette intervention Move dans les écoles, c'est une intervention qui a été menée auprès de près de 280 enfants, je crois, dans des écoles primaires de quartiers défavorisés, et qui combinait une double approche de promotion de l'activité physique et de réduction des comportements sédentaires, à travers de la sensibilisation des parents, des enfants, la formation des enseignants, l'aménagement des cours de récréation. Donc voilà, un programme multilevier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des impacts positifs avant même l'intervention et que ces impacts ont été maintenus après l'intervention. Et puis, deuxième chose intéressante, c'est que l'impact a été retrouvé sur le temps scolaire, mais également, alors dans une moindre mesure, mais également sur le temps extrascolaire. Donc, plus d'activité physique le soir et plus d'activité physique le week-end. Et troisième intervention, là, c'est l'étude Pralina-Pines auprès d'une population d'adolescents en surpoids issus de milieux défavorisés, dont l'impact a aussi été évalué et est très intéressant, mais qui a montré par contre qu'il est resté limité dans la durée. Voilà, donc ça a bien fonctionné au début, et puis dans la durée,
sur le long terme, ça a été difficile à maintenir l'adhésion de ces publics. Donc voilà, donc ces éléments et puis la littérature suggèrent que plusieurs facteurs pourraient permettre d'atteindre de façon efficace des améliorations de l'activité physique des publics défavorisés et de leur état de santé. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une combinaison de dispositifs institutionnels qui soient favorables, mais surtout qu'il y ait des actions de proximité. Ensuite, il faut une combinaison d'interventions sur les populations, mais aussi sur leur environnement. Puis il faut que les actions soient conduites sur le long terme. Ensuite, l'approche à la fois sur l'inactivité physique et sur la sédentarité semble intéressante parce que pour les plus éloignés de la pratique, finalement, c'est d'abord en limitant son temps passé assis et voilà, qu'on commence finalement à bouger un petit peu. Et puis enfin, l'approche de l'universalisme proportionné semble aujourd'hui une piste qui est à privilégier, c'est-à-dire que l'ensemble de la population doit accéder aux interventions, mais elles vont bénéficier à chaque individu à la hauteur de ses risques et de ses besoins. Donc, c'est illustré là par cette image-là en bas. Donc, cette approche, elle va être intéressante parce qu'elle permet d'apporter une réponse à la question du gradient social de la santé. Mais malheureusement, les exemples de mise en œuvre sont pour l'instant assez rares. Voilà, donc je vais parler un peu maintenant du type d'approche complémentaire qu'on peut avoir pour lever les freins à la pratique. Bon, d'abord, la première chose, c'est que l'école, c'est un endroit où on a un accès à la pratique universelle, avec l'éducation physique et sportive tout au long de la scolarité d'abord, mais aussi avec des actions éducatives ou événementielles qui peuvent y être menées, comme le déploiement local de la Journée nationale du sport scolaire, de la semaine olympique et sportive, de la semaine olympique et paralympique, par exemple. Également avec le déploiement du savoir rouler à vélo, et désormais avec la mise en place du dispositif de 30 minutes d'activité physique quotidienne en complément de l'éducation physique et sportive, qui était basé sur le volontariat depuis 2020, mais qui devrait devenir obligatoire, si on voit les annonces, dans les écoles primaires à partir de la rentrée 2022, et qui vise à la fois à augmenter l'activité physique et à diminuer les comportements sédentaires des enfants. Ensuite, on peut agir bien sûr sur des freins financiers. Donc, il y a plusieurs exemples de collectivités territoriales qui ont mis en place une modulation des tarifs sur les licences sportives ou sur les adhésions à des associations en fonction des ressources des personnes, ou alors des avantages économiques en tout genre, hein, sous la forme de chèques loisirs, de coupons sport accordés en fonction des revenus, par exemple. Et dans le même sens, il y a le dispositif passeport de l'État qu'il faut faire connaître auprès des populations concernées. Donc, c'est une aide de 50 € pour adhérer à un club, une association sportive, qui est accordée aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire depuis 2021 et qui va être étendue là aux étudiants boursiers à partir de la rentrée prochaine. Puis, il existe également quelques initiatives intéressantes de collecte et de mise à disposition de matériel sportif. J'ai mis l'exemple ici de la recyclerie sportive, alors, qui n'existe pas encore en Occitanie, hein, mais voilà. Et bien sûr, il faut ensuite communiquer sur toutes ces démarches pour bénéficier d'aides financières et éventuellement accompagner les personnes concernées, parce que parfois, elles n'en bénéficient pas, tout simplement parce qu'elles sont éloignées de toutes ces informations et que les démarches leur sont parfois trop complexes. Ensuite, on peut agir sur l'accès à la pratique, les équipements et l'environnement. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que ça faisait défaut dans les quartiers les plus défavorisés. Il faut travailler sur la diversité des activités et des équipements sportifs et sur leur qualité. Et là, il existe notamment pour ça un plan national appelé 5000 équipements de proximité qui permet de financer la création d'équipements, la requalification d'équipements existants, leur couverture ou leur éclairage, et puis également l'acquisition d'équipements mobiles. Ensuite, proposer des plages horaires larges pour la pratique d'activités physiques, par exemple, peut permettre de réduire certaines contraintes de pratique. Autre piste, on a vu ensuite qu'il y avait beaucoup de familles monoparentales. On peut proposer des activités aux parents pendant que leurs enfants en pratiquent eux-mêmes, ou bien mettre en place une garde d'enfants à proximité des lieux de pratique, comme ça a été expérimenté dans plusieurs collectivités. Hein. Je pense notamment là à Agen, je crois, qui a expérimenté ça, auprès en tout cas à proximité de l'équipement sportif. Puis on a dit tout à l'heure qu'il y avait
plus de pathologies chroniques dans les quartiers défavorisés, eh bien, on peut développer l'activité physique adaptée pour les personnes atteintes de pathologies chroniques ou avec des facteurs de risque, et sensibiliser et former les médecins qui ont la possibilité de prescrire de l'activité physique adaptée. Hein, voilà, j'ai vu tout à l'heure dans les inscriptions qu'il y avait des enseignants en activité physique adaptée. Voilà, il faut qu'il y ait ce lien-là et cette orientation vers des activités physiques adaptées. Et puis, bien sûr, il faut avoir un aménagement de l'espace public qui soit favorable à la pratique et au déplacement actif, rendre les quartiers agréables pour inciter à bouger de manière spontanée, de manière libre. On peut prendre des bonnes idées en consultant le guide du design actif qui a été développé par Paris 2024 et par la NCT, comme cet escalier coloré, par exemple, là, ici, avec marqué ta bonne santé est au bout de cet escalier. Et puis, bien sûr, et ça vaut pour tous les publics, hein, il faut, dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins et les souhaits des habitants. Voilà, et puis je parlais tout à l'heure des freins culturels et de l'imperméabilité des messages de prévention de santé publique. Eh bien, pour les personnes défavorisées, plus que toute personne, il faut accentuer la sensibilisation, faire passer les bons messages, notamment via des structures de quartier qui les accueillent et via des écoles, faire connaître les activités possibles et les lieux de pratique accessibles à tous, notamment pour ceux qui n'ont pas de connotation sportive, parce que parfois, cette notion de sport peut repousser certains. Donc voilà, faire connaître tous les endroits où on peut pratiquer, et les parcs, les voies vertes, les endroits type, j'ai perdu le terme, mais city-stade, voilà. Faire connaître tous ces endroits qui permettent une pratique libre et non encadrée. Et puis valoriser ensuite l'aspect social et le bien-être lié à l'activité physique, intégrer systématiquement un volet sur les comportements sédentaires aux messages de sensibilisation, qui doivent être le plus vulgarisés possible pour qu'ils soient bien intégrés. Et puis l'évaluation du programme à Saint-Denis a aussi montré que le rôle des pairs est très intéressant. Le message peut parfois mieux passer si c'est un habitant qui fait le relais et qui vient apporter son expérience. Et puis là aussi, cette même évaluation a montré que la mise en place d'un lieu d'échange ou d'une permanence pour accompagner à la reprise d'activité physique est quelque chose qui est efficace. Voilà, et puis bien sûr, c'est vraiment nécessaire d'aller vers les populations les plus éloignées de la pratique d'activité physique, qui sont aussi les plus vulnérables sur le plan de la santé. Donc j'ai mis sur cette diapo quelques actions intéressantes sur les territoires que vous pouvez aller creuser un petit peu plus si vous le souhaitez. Donc un projet mené par l'association Azur Sport Santé à Nice, à destination des femmes en chômage de longue durée dans des QPV en partenariat avec Pôle emploi, un dispositif porté par le CDOS du Tarn d'accompagnement de personnes en situation de précarité vers une pratique d'activité physique régulière, un programme du SAMU social de Paris en lien avec une fédération multisport pour des personnes hébergées à l'hôtel social, et puis le dispositif Mobile Sport de la Fédération nationale de sport en milieu rural, une structure itinérante qui a pour but d'amener de l'activité physique et sportive dans les territoires qui en sont dépourvus. Donc là, en l'occurrence, c'est sur les zones rurales. Hein, j'ai mis cet exemple parce que le modèle est intéressant et qu'il existe localement dans le département, mais il en existe d'autres un peu similaires, comme le dispositif, je pense au dispositif Decapulse dans l'agglomération de Dunkerque, qui tourne notamment dans les QPV. Voilà, et puis pour conclure cette présentation, donc l'activité physique a un rôle à jouer dans la réduction des inégalités, on l'a vu, mais pour ça, il faut qu'il y ait une action sur des leviers multiples pour que ça soit efficace. Ce qui est intéressant, c'est que l'activité physique, c'est un déterminant de santé qui est transversal à plusieurs domaines. La santé, l'environnement, l'urbanisme, l'éducation, etc. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent être impliqués dans les projets. Alors, bien sûr, les services déconcentrés de l'État, bien sûr, les collectivités territoriales qui sont des leviers importants et qui ont un rôle considérable à jouer, que ce soit les élus ou alors les différents services en charge du sport, en charge de la santé publique, en charge de l'aménagement urbain, des mobilités, de la communication. Voilà, tous ces services. Mais également les maisons sport santé,
Je crois qu'il en existe au moins 3 ou 4 là, dans le département des Pyrénées-Orientales, hein, et il y a un nouvel appel à projets là, qui a été clôturé. Il devrait y en avoir certainement d'autres dans les mois à venir. Et elles ont une zone d'action qui est souvent axée sur les quartiers défavorisés. Voilà, inclure bien sûr également dans les projets les fédérations et les associations sportives, les établissements scolaires, les associations qui peuvent porter des projets, les structures de quartier et globalement tous les professionnels du territoire, notamment les établissements sanitaires et sociaux. Et Madame Boulet va apporter tout de suite après un retour d'expérience. Et voilà, c'est vraiment l'intérêt de l'organisation de ces matinales du DRAPS, organisées par l'IREP, c'est de faire se rencontrer les acteurs d'un territoire sur un sujet d'intérêt. Alors là, c'est un peu plus difficile avec la vidéo, mais en tout cas, voilà, se faire rencontrer les acteurs sur un projet, sur un sujet commun qui va nécessiter des expertises multiples et de faire émerger du coup des projets en partenariat. Donc voilà, merci encore à l'IREPS de les organiser et j'en ai fini moi de cette présentation. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation très intéressante. Merci. Si je peux me permettre d'intervenir sur l'évaluation, juste pour ajouter, et sur les outils d'évaluation, juste pour ajouter que ma collègue à l'ONAPS est en train de travailler sur, en tout cas de faire une grosse revue de littérature internationale sur le sujet de l'évaluation de la condition physique, et que prochainement, il sera mis à disposition des professionnels des outils d'évaluation. Alors d'abord en 2022 là, chez les jeunes, chez les enfants, les adolescents et puis les adultes en bonne santé. Et puis après en 2023, des outils pour la population, pour des populations spécifiques et notamment pour sur la présence de pathologies chroniques pour des populations qui ont des pathologies chroniques ou des handicaps. Voilà, c'est un travail qui est en train d'être effectué et qui sera prochainement diffusé. Merci Benjamin pour cette précision. On a une réaction justement à votre annonce. Justement, voilà, super nouvelle. Donc, tenez-nous informés de la parution, de la mise à disposition de ces outils. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais un peu de pub en même temps, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, comme ça vous aurez tous les éléments dès qu'ils seront diffusés. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je vous propose qu'on clôture cette matinale. J'en profite aussi voilà, pour vous dire qu'effectivement, l'Agence régionale de santé avec qui nous travaillons soutient financièrement voilà, de nombreux projets aussi, et notamment celui de l'ACAL. Hein, et en tout cas, cette question du sport santé, c'est un réel objectif et une volonté forte, notamment de la délégation départementale ARS des Pyrénées-Orientales, que de soutenir toutes ces initiatives et tous ces projets voilà, innovants qui, voilà, vous l'avez rappelé Benjamin, c'est vrai que la promotion de l'activité physique, c'est quelque chose qui est transversal aussi à plusieurs domaines. Voilà, c'est intéressant de partager tous ces éléments-là. Alors, vous avez on va vous mettre dans le chat, voilà, ces choses faites par mon collègue Guillaume, un questionnaire de satisfaction, voilà, que nous vous invitons à remplir. Et puis voilà, je vous ferai un petit rappel moi par mail pour vous inciter vraiment à répondre à ce court questionnaire, parce que c'est vrai que voilà, c'est grâce à vos retours qu'on peut voilà, améliorer nos actions. Donc, très belle journée à vous. Merci encore Benjamin ici pour votre participation et à très bientôt.